Première question, on nous a parlé de recherche interventionnelle. Si vous aviez, au cœur de cette journée, à illustrer par 1, 2, voire 3 moments phares ou clés qui vous ont interpellé, lesquels et si oui, pourquoi? Alors, si je devais retirer quelque chose de façon un peu, je dirais sommaire, de façon un peu elliptique de la journée, ça serait plutôt des mots-clés qui ont traversé la journée et qui permettent de resituer l'interrogation qu'on a posée concernant la recherche interventionnelle, comme on l'a pu la poser sur la question des données probantes. Comment ça peut résonner avec finalement le cœur de notre métier, et qui était celui qui était un peu en transverse de la journée, qui est celui de la promotion de la santé. Je dirais que finalement la question qui a été évoquée a permis de poser les jalons, les prémices d'une réflexion qui va être poursuivie, j'espère, en tout cas c'est l'enjeu de la journée, autour de la question de la relation entre les acteurs de terrain, ceux qui sont auprès des populations, qui déploient un certain nombre de programmes liés à la question de la santé des populations, avec d'autres acteurs que sont les chercheurs. Et historiquement, c'est vrai que les relations entre ces acteurs de terrain et les chercheurs étaient des relations qui étaient teintées d'un certain scepticisme parfois, en tout cas peut-être d'une méfiance aussi, il faut le dire. Une méfiance parce que des représentations permettaient peut-être d'imaginer que le monde de la recherche était un peu surplombant par rapport à des acteurs qui ont mis des années à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une histoire qui est issue aussi peut-être de ce que je pourrais qualifier de éducation populaire, le champ de l'éducation populaire, avec toute une histoire qui était construite autour du bénévolat, autour du monde associatif, et qui, au fur et à mesure des années, s'est professionnalisé et rentré dans des cursus de formation de plus en plus exigeantes, parfois même universitaires, très souvent universitaires maintenant. Et donc, il y avait nécessité à rentrer dans une autre économie relationnelle avec le monde de la recherche, qui était celui du partenariat à égalité, avec la prise en compte d'une compétence spécifique du monde de la recherche, avec le côté d'une certaine scientificité dans les méthodes, dans les pratiques, et des corpus référentiels qui soient organisés, et puis un autre champ qui est celui de l'action en santé, l'action sociale, qui, par certains aspects, n'a pas fait encore ce chemin vers la construction d'un corpus référentiel, etc., qui est en train de le faire. Et je crois que c'était un peu le cœur de la journée. Finalement, la question que se posent les acteurs maintenant, c'est comment je vais pouvoir prouver que ce que je fais est utile aux populations concernées, et comment je vais pouvoir aussi intégrer dans les repères de légitimation de notre champ des questions qui relèvent de l'éthique, des questions qui relèvent du projet social, pour ne pas dire du projet politique, et qui, à soi seul, permet me semble-t-il, en tout cas c'est ma perception à moi, permet de légitimer finalement la validité d'un champ qui prétend s'interroger sur les conditions qui permettront à des populations non seulement d'être en meilleure santé, mais en plus de ne pas être les réceptacles d'un certain nombre de mesures sanitaires qui visent à améliorer leur santé, mais en être aussi les cofondateurs, les co-réalisateurs, les co-élaborateurs. Et c'est ce projet-là qui est un peu au cœur à la fois de cette journée, et puis peut-être qui va présider aux conditions de collaboration entre les chercheurs et les acteurs de terrain. En lien avec la résonance de cette synthèse, je serais tenté de choisir 2 voire 3 questions. On va commencer par la première qui ont été posées à certains de nos intervenants. La première, d'un côté, la nécessaire évolution vers une professionnalisation, vers un gain en qualité des actions, vers une pertinence des dispositifs publics. Et de l'autre côté, souvent valorisé dans d'autres pays à travers le monde, cette nécessaire valorisation, une personne a eu un prix Nobel de la paix en ce sens, de la capacitation d'action et de la micro-action comme enjeu d'avenir,
des populations qui ne voient pas forcément dans des micro-actions la qualité, la recherche. Comment générer un équilibre entre ces deux enjeux, qualité d'une part et capacité d'innovation, de créativité, d'implication en santé? Le problème de la professionnalisation, c'est pas un problème de mise en place d'une expertise qui serait d'un coup, alors pour le coup, elle aussi surplombante par rapport à des réalités de terrain, des réalités de vie, etc. Cette question de la professionnalisation, c'est comment on peut amener un certain nombre d'acteurs du travail social, du travail dans le champ de la santé, à être en capacité précisément de pouvoir faire émerger, valoriser un certain nombre de dynamiques dans la population. La question de l'empowerment, c'est une question qui est relativement, je dirais, à la fois ambitieuse et pleine, enfin, qui nous renvoie à un certain nombre de responsabilités. Cette question, elle est rien d'autre que la capacité qu'on aura à permettre à des personnes, des populations, des groupes, quels qu'ils soient, d'être en situation d'avoir une action sur leur vie, sur le réel, etc. C'est comment on peut donner la possibilité à des gens d'agir sur leur propre vie. Qu'on parle de population au sens très générique du terme, très large, qu'on parle du travail qu'on peut faire avec des populations qui sont dans des conditions socio-économiques, culturelles, etc., parfois extrêmement défavorables, des gens qui sont dans des situations de précarité à la fois économique, à la fois culturelle, à la fois sociale, etc. Et tout l'enjeu, et c'est pour ça que la professionnalisation représente pour moi un intérêt, c'est que ça permettra d'être plus compétent sur la possibilité qu'on offrira à ces personnes-là de fonder ce qu'on pourrait appeler une amélioration de la santé, non pas sur le remplissage des manques que ces personnes représentent, des fractures, des failles, des souffrances, mais plus précisément, d'identifier avec ces personnes les ressources qui restent, les compétences qui restent, les savoirs qui restent, et de s'appuyer sur ces compétences, ces savoirs, ces expériences de vie, pour construire quelque chose avec ces personnes. Et donc, je veux dire que arriver à aborder des populations et dans des conditions où on puisse véritablement s'engager dans un projet que je qualifie moi de politique, qui est celui de, alors on parle d'empowerment, la possibilité de conférer des capacités à des personnes, d'agir sur leur propre vie et avec les autres, c'est quelque chose qui demande des compétences. Et pour moi, le sens de la professionnalisation, c'est effectivement de rendre les gens acteurs encore plus capables de redonner cet espace de liberté et de reconnaissance et de validation des personnes avec lesquelles elles vont travailler. Deuxième question en lien avec votre position au cœur de la formation en promotion de la santé. On a parlé d'engagement et de capacité à mobiliser autour de la promotion de la santé. Aujourd'hui, lorsqu'on identifie, peut-être que je me trompe et vous allez me dire si je me trompe, la plupart des formations en promotion de la santé sont ouvertes à des professionnels ou à des bénévoles à travers les différents territoires français. Justement, outre-Atlantique par exemple, les patients experts intégrés à des dispositifs en tant que bénéficiaires, mais aussi acteurs de formation. Peut-on imaginer demain, ou donnez-moi un exemple si vous en connaissez un, pour l'instant je n'en connais pas, qu'on puisse concevoir des formations associant des populations, des professionnels et des experts en matière d'apport de contenu et en matière de co-formation? Alors, je ne suis pas sûr de répondre de façon fidèle à votre question. Ce que ça m'évoque, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait été saisi d'une demande de structures d'aide alimentaire, de distribution d'aide alimentaire, pour la formation des bénévoles des structures d'aide alimentaire. D'accord ? Donc, on s'est engagé dans ce travail-là avec ces bénévoles, et le premier travail qu'on a fait, c'était effectivement de mettre à plat un certain nombre de représentations qu'on avait les uns et les autres, des publics bénéficiaires de ces structures d'aide alimentaire, avec les bénévoles. On a pu s'apercevoir que
tout bénévoles qu'ils étaient, pour certains, ils avaient des représentations plutôt péjoratives des publics qu'ils accueillaient. Alors que pourtant, ils étaient là de façon, je dirais, volontariste dans un projet d'aider les autres. Mais pour autant, ça n'empêchait pas qu'ils avaient, pour certains, une vision du bénévole, du bénéficiaire, dont ils souhaitaient qu'il se conforme à l'idée qu'ils faisaient d'une personne en situation de précarité. C'est-à-dire que, pour donner des exemples concrets, ça dérangeait beaucoup certaines personnes, certains bénévoles, c'est pour pas dire ça les indignait, de voir des gens venir chercher à manger parce qu'ils étaient en difficulté, et tout en étant possesseurs d'un téléphone portable ou d'une voiture. Et que donc, ces personnes-là ne correspondaient pas à l'image qui se faisait d'une personne. Donc on a travaillé là-dessus. À l'issue des formations qu'on a pu mener avec ces gens, on a souhaité ensuite confronter différentes structures d'aide alimentaire pour essayer de voir comment dans les pratiques des uns et des autres on pouvait dégager des sortes de pratiques partagées, de représentations partagées, etc. Et puis on s'est posé la question des bénéficiaires eux-mêmes. C'est-à-dire que l'objectif c'était, pour les bénévoles à un moment donné, de mettre en place des actions qui permettent de valoriser la parole des bénévoles sur les demandes qu'ils pouvaient adresser à la puissance publique, par exemple, aux institutions, etc. Donc on a mis en place un travail qui permettait de formaliser en quelque sorte les demandes qui pouvaient émerger depuis ces bénévoles. Et puis on est arrivé à se poser la question de savoir ce que les bénéficiaires avaient à dire aussi là-dessus. Et du coup on a mis en place ce qu'on a appelé des forums locaux de l'aide alimentaire qui réunissaient des bénévoles, mais également des bénéficiaires, pour essayer de faire émerger un certain nombre de paroles sur la façon dont ils vivaient à la fois la question de l'aide alimentaire, mais aussi plus largement la question de la précarisation, des processus qui amènent à une précarité, etc. Et puis on s'est aperçu que finalement il manquait des acteurs dans ce schéma-là, c'est qu'il manquait des élus. Et donc on a aussi interpellé des élus. Et on a mis en place des forums locaux. Et puis on a réalisé, à l'issue d'un certain nombre de travaux de forums locaux, ce qu'on a appelé les états généraux de l'alimentaire dans la Loire, et qui a permis, dont l'objectif était de valoriser la parole des bénéficiaires, de valoriser la parole des bénévoles, et de faire entendre un certain nombre de choses à des élus, à des collectivités locales, territoriales, etc., ou des institutions. Seulement, amener des personnes à prendre la parole, et quand je dis prendre la parole, c'est pas uniquement sous une forme verbale, ça peut être une expression qui pouvait être de tout autre ordre, mais en tout cas, s'autoriser à dire, ça suppose un processus aussi de formation. C'est-à-dire que les gens ne sont pas à égalité, les gens ne sont pas en familiarité avec, y compris l'expression, et donc on était véritablement dans une action de formation avec des publics concernés par les questions qu'on a évoquées, et des formations qui ont permis aussi une expression qu'on a utilisée tout à l'heure et qui me paraît relativement essentielle, qui est celle du croisement des savoirs. C'est-à-dire qu'on était véritablement dans de l'acculturation réciproque entre la réalité vécue par des bénévoles, par des institutions, par des politiques, et la réalité vécue par les publics concernés par l'aide alimentaire. Alors, bon, je ne sais pas si ça correspond à une formation des populations, etc., mais en tout cas, cette formation, elle a été aussi bien dispensée pour des populations que par des populations. Donc il manquerait juste un dernier ingrédient qui serait de questionner tout ça avec des chercheurs de différentes disciplines et de rentrer dans un continuum, comme on le disait tout à l'heure. Alors précisément, c'est bien l'enjeu de ces journées-là. Dernière question. Vous venez de l'introduire à l'instant. Si j'avais à résumer une espèce de transversalité des débats, des échanges, on dirait que la recherche interventionnelle, comme l'a pu le dire Jean-Pierre Deschamps à travers les concepts, ou Christine Ferron, est à la frontière des équilibres entre les échanges de savoir et la répartition des pouvoirs. Oui. Ce qui fait que tout acteur de promotion de la santé peut avoir parfois, face à des programmes, des organisations, un questionnement éthique, en ce sens, à dire quelle est ma responsabilité pour permettre une juste répartition des pouvoirs.
qu'est-ce que vous pourriez, comme on sait que, je résume, il y a une répartition, vous l'avez dit tout à l'heure, entre le sachant, non sachant, le maîtrisant, non maîtrisant, l'élu, non élu, voilà. Comment arriver à reconstruire des dynamiques communes qui rétablissent cet enjeu de l'équilibre des pouvoirs? Alors, moi, sur la question du pouvoir, je ne suis pas certain d'être à même de décrypter les conditions de ce partage équitable du pouvoir. Je ne suis pas certain d'être en situation de formaliser ça. En revanche, il y a un terme qui me vient en tête et qui participe de ce que vous évoquez. C'est celui de la rencontre. C'est-à-dire que la question de la rencontre, c'est une question qui nous amène à poser les conditions d'une rencontre. Et qu'est-ce qui fait qu'une rencontre peut rentrer dans une perspective telle que vous la tracez? C'est effectivement la question de la réciprocité. C'est-à-dire que si dans une rencontre, il s'agit, effectivement, je reprends l'exemple du sachant et de l'apprenant, du soignant et du soigné, s'il s'agit d'une relation qui est à sens unique, effectivement, la question du pouvoir, elle est clairement posée là. En revanche, si véritablement on parle de relations, et de relations thérapeutiques, comme on peut parler de relations éducatives, c'est que véritablement, on a mis en place les conditions d'une rencontre, du temps d'une rencontre, entre deux individus, dans une réciprocité, et avec pour but partagé l'émergence d'un nouveau savoir. Un nouveau savoir qui est celui de la rencontre entre le savoir de l'un et le savoir de l'autre. Alors, je ne sais pas si ça participe d'une réhabilitation en termes de pouvoir de l'un ou de l'autre, mais ce qui me paraît essentiel, c'est qu'effectivement, on puisse réhabiliter la question de l'individu, de la personne singulière à chaque fois, et qui nous renvoie finalement à quelque chose aussi d'universel, parce que cette rencontre qui aménage les conditions d'une réciprocité, c'est pour moi l'essentiel, peut-être même, du projet de la promotion de la santé. La dernière minute pour le mot de la fin, pour tous les absents. J'ai eu beaucoup de monde, on était même assez surpris de cette salle remplie autour de ce sujet. En une minute, 3 envies, 3 défis, ou tout ce qui s'est dit, mais enfin avec votre regard, pour développer ensemble ou construire ensemble la recherche interventionnelle et la recherche en promotion de la santé. 3 envies. La première, que cette journée ne soit pas l'aboutissement d'un travail, mais le lancement d'un processus. Le deuxième vœu que je formule, c'est que on puisse petit à petit, et je reprends des termes qui ont été évoqués tout à l'heure sur la crainte à rentrer dans de l'élaboration autour de choses relativement techniques, recherche interventionnelle, données probantes, etc., qu'on surdimensionne les questions d'ordre procédural, au détriment du fond et du sens. Donc, si je formule un vœu, c'est que précisément, on puisse s'épargner cet écueil-là. Et le troisième vœu, c'est un peu celui qui a été évoqué par une personne dans la salle et qui évoquait le fait que les habitants, ou les usagers, ou les populations, quel que soit le terme qu'on choisisse, étaient peu présents. Je peux le justifier dans la mesure où effectivement l'objectif de la journée c'est un objectif relativement technique, relativement thématique, mais le vœu que je formule c'est qu'effectivement cette journée-là, suivie de d'autres, équipe un peu plus les uns et les autres à la possibilité qu'on aurait de participer avec les habitants à la construction d'une promotion de la santé, ou en tout cas d'un projet de santé qui soit à la fois partagé, démocratique et juste. Partagé, démocratique et juste, les mots de la fin. Merci à vous Merci à vous. cette conclusion de rencontre, et effectivement que d'autres rencontres se créent à partir de cette longue richesse de propos par les uns et les autres. Merci à vous. Merci.